Georges Cabas était un véritable passionné de son. Issu d'une famille de luthiers, installé depuis 1740 dans les Vosges, il a tout de suite été fasciné par les évolutions techniques de l'audio et s'est lancé en 1950 dans la quête de reproduire la musique de la manière la plus fidèle possible. J'ai eu la chance de travailler pour eux en tant qu'acousticien à l'époque où ils appartenaient au groupe Canon. Et c'est donc avec un grand plaisir que je retrouve Pierre-Yves Diqueloux, qui est le directeur ingénierie produit. Visitez avec moi les coulisses d'une des marques d'enceintes françaises les plus emblématiques. La marque Cabas, elle a été fondée par Georges Cabas en 1947, mais auparavant, la famille Cabas était installée à Mirecourt, ils étaient luthiers, donc fabriquaient des violons. On peut voir un exemplaire ici de violon Cabas. Donc après, par la suite, en 1947, Georges, qui était vraiment un passionné de son, un vrai passionné de son, a décidé de fonder sa marque, de créer des haut-parleurs, créer des enceintes, des amplis, de l'électronique, des tables de mixage, vraiment tout ce qui pouvait permettre à la diffusion sonore. Donc il a créé son entreprise en région parisienne au départ et est venu s'installer à Brest par la suite, par passion de la mer. D'accord. Voilà. Ouais, voilà que vous avez gardé ce super cadre. Voilà, vue sur la mer. Donc voilà, on peut voir ici des enceintes un peu historiques, des caravelles, des sloops, des sampans, avec des haut-parleurs emblématiques qui ont été designés par Georges au départ, et puis les gens qui l'ont succédé par la suite. C'est vraiment une grande histoire autour du son, Cabas. Ah ouais, puis c'est vrai que c'est marrant parce qu'ici en Bretagne, c'est une forme d'enceinte que tout le monde connaît. C'est vraiment une marque de cœur pour beaucoup de personnes en France, mais surtout ici, où tout le monde a eu une paire de Cabas où on a rêvé. On connaît quelqu'un qui en a eu chez lui. Et c'était un rêve pour beaucoup de gens. Quand ils étaient jeunes, avoir des Cabas, voilà, et donc il y a eu aussi des incursions dans le professionnel à l'époque, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des incursions dans le professionnel essentiellement. Alors le plus connu c'était la Géode, la Géode dans les années 80-85, où Cabas a participé au premier système multicanal, qui était un système 12 canaux à l'époque, qui était très très innovant, et c'était de l'immersif, mais avec de la très très forte puissance, des haut-parleurs de 55 cm qu'on retrouve dans la sphère, qu'on utilise, c'est des solutions qu'on utilise toujours aujourd'hui, le nid d'abeille, ces solutions-là, on en profite, c'est l'expertise Cabas. Alors c'est clairement pour ça qu'on est venu aujourd'hui, on veut montrer que Cabas c'est une marque qui a toujours innové, qui est une marque qui est... L'ADN de la marque, c'est vraiment l'innovation. On a une approche, c'est l'approche qu'a inculquée Georges, c'était une approche très scientifique et avec des convictions, beaucoup de convictions. Et c'est très, très, très facile de faire de la qualité à partir du moment où on a cette approche-là, parce qu'on a une ligne de conduite, on sait où on va exactement. Mais il y a beaucoup d'innovation, c'est l'ADN de la marque. On va en parler, on a plein de choses à voir. Et donc on arrive après moult péripéties aux nouvelles gammes qu'on voit ici, les gammes. Voilà, la gamme Pearl avec l'enceinte Akoya, l'enceinte Pearl, l'enceinte Pellegrina, derrière la Rialto, la Bis. Donc ce sont des enceintes actives. Donc Cabas a toujours fait des enceintes actives, que ce soit les Eder, les Pétrel, les Albatros, les Goélands. Donc c'est une nouvelle génération d'enceintes actives. Là, en plus, ce sont des enceintes connectées, mais essentiellement, elles sont actives à la base. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est dans l'ADN de la marque aussi, l'actif. Alors nous, on parle très souvent d'enceintes actives. On a maintes fois expliqué pourquoi c'est intéressant, mais on va en reparler un peu plus profondément après. Ouais, bien sûr. Écoute, super, merci. On continue. Comme l'a dit Pierre-Yves, l'histoire de Cabas, c'est celle de plus de 70 ans de recherche dans l'audio. Et difficile de parler d'innovation sans évoquer la sphère. La sphère est un concept d'enceinte active sphérique sorti en 2006 et qui est à ce jour la seule enceinte au monde équipée d'une technologie quadriaxiale. Alors l'intérêt de tout maîtriser, c'est que chaque élément d'un système a ses limites, que ce soit
Le haut-parleur, il a des limites, l'amplification a des limites, l'enceinte elle-même a des limites vis-à-vis de sa forme, de sa rigidité. À partir du moment où on a la maîtrise de tous ces éléments-là, qu'on peut les mesurer en chambre sourde, qu'on peut les caractériser en termes de filtrage, de traitement du signal, on va réussir à faire fonctionner l'enceinte dans la limite acceptable en permanence, ne jamais dépasser ses limites. Et à partir du moment où l'enceinte va travailler tout le temps dans cette bande de tolérance-là, on aura un son le plus parfait, le plus propre possible. Voilà. La directivité est la manière dont l'enceinte va se comporter hors de son axe. Comme on l'a dit avec Pierre-Alexis dans une vidéo précédente, une enceinte interagit beaucoup avec la pièce qui l'entoure. Il est donc indispensable de maîtriser la manière dont elle émet dans toutes les directions. Les notions de puissance totale. Le coaxial, en fait, c'est vraiment son intérêt principal, c'est une maîtrise parfaite en fait, de la directivité. C'est la solution mécanique qui permet d'y arriver, la solution haut-parleur. Et après, pour aller plus loin, pour vraiment la maîtriser complètement, on doit avoir accès au processeur, au DSP, au traitement du signal qui va faire un filtrage vraiment complètement adapté, vraiment optimisé pour y arriver. Le filtrage, c'est la séparation du signal musical entre grave, médium et aigu pour être affecté au haut-parleur correspondant. Dans les enceintes passives, le filtrage est réalisé dans le domaine analogique, par des composants présents dans l'enceinte. Dans une enceinte active, on peut réaliser ce filtrage bien en amont, dans le domaine numérique. Pierre-Yves nous explique ici comment Cabas, bien avant tout le monde, avait compris l'intérêt de cette technologie. Le Cabas avait déjà travaillé sur le haut-parleur coaxial auparavant. Georges avait déjà fait des haut-parleurs coaxial il y a très longtemps. Mais à ce moment-là, on a pris conscience que le filtrage numérique permettait de le faire. Là, on a vraiment pris conscience que cette expérience qu'on avait sur le haut-parleur coaxial, elle avait vraiment de la valeur et on pouvait en faire des choses vraiment très très innovantes. Cette partie étant assez technique, nous sortirons très bientôt la séquence complète dans une autre vidéo. Retenez que les technologies clés de la sphère, à savoir le haut-parleur coaxial et le filtrage numérique, ont été déclinées sur l'ensemble de la gamme Pearl. On continue à parler développement de haut-parleurs avec Pierre-Yves et Jules autour du dernier né de la gamme, Keshi. Keshi est un système 2.1 ultra compact dans la gamme Pearl. Les satellites ne sont pas plus grands qu'une balle de tennis et comportent un tout petit haut-parleur à large bande. L'occasion de discuter avec Pierre-Yves et Jules des problématiques que l'on retrouve dans la conception d'un tel haut-parleur. Alors c'est la base, c'est le haut-parleur qu'on trouve sur Keshi, la base du haut-parleur qu'on trouve sur Keshi, qu'on va retrouver sur Miyuki. Donc qui est un haut-parleur large bande qui descend jusqu'à 400 Hz, avec une bonne efficacité, une large bande. Le problème avec ce haut-parleur, c'est qu'on va lui imposer des débannements très importants à les basses fréquences et la suspension a tendance à se faire aspirer. Et pour limiter ces aspirations, Jules a travaillé sur un profil de suspension bien particulier qui permet de garder le poids initial, qui est un poids très léger, et ne pas d'éviter d'avoir une déformation. En gros, quand la membrane sort, elle se fait aspirer, c'est ça? C'est ça. C'est qu'en fait, pour avoir un haut rendement, il faut que notre équipage mobile soit souple, soit léger, et assez souple pour être bas en fréquence. Donc pour avoir les deux, si je mets quelque chose d'épais, je vais réduire mon rendement et je vais le raidir, donc la fréquence de résonance va être assez élevée, du coup je ne vais pas pouvoir faire de basse fréquence. Donc l'idée c'est d'avoir un matériau souple, léger, mais du coup il faut trouver des astuces, donc là c'était dans le design, dans la géométrie, pour ne pas que justement ça absorbe. Si on ne fait pas ça, on fait juste un demi-rouleau classique, D'accord. La suspension de base. Et créer cet effet de succion, quoi. D'accord. Et cet effet de succion va générer des bruits mécaniques. La suspension, quand elle va être aspirée, on va entendre des clac, 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 clac. Oui. Donc on essaie de générer des fréquences assez basses, on va entendre des fréquences aiguës qui vont aussi. Et quand on dit des bruits, c'est très audible, c'est-à-dire que tu l'entends. Tac, tac, ouais. Donc c'est petit mais costaud, quoi. Haut-parleur. Voilà. Ouais. Et contre Keshi, effectivement, moi, les premières fois que je l'avais écouté, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Ce qu'on sort avec une petite boule comme ça, c'est fou. À Jules. Ouais. Bravo, Jules. Donc là voilà, c'est des petits tests. Là, on voit qu'il n'y a pas le moteur dessus, parce qu'on fait des petits tests ici, mais sinon... Donc c'est un gros moteur, non, c'est pas... Ah non, c'est pas si gros. C'est pas si gros, on utilise du néodyme. Ah ouais, d'accord. Donc ça permet, si on utilise de la ferrite, c'est moins cher, mais c'est plus volumineux. Et c'est moins performant
en termes de densité magnétique. Du coup, on ne peut pas mettre ça dans des petites enceintes de la ferrite. Ah oui. Où on peut les mettre, mais place. on n'a pas les mêmes rendements. D'accord. Pareil, toujours, donc notre enceinte, elle va jouer beaucoup moins fort. D'accord. Excellent. On utilise des hauts grades d'aimants. Ouais, c'est ça. Pour avoir vraiment le meilleur rapport capacité-performance possible. Pour concevoir une enceinte, il y a bien entendu la théorie qu'il faut absolument compléter par de la mesure. À cet effet, Cabas dispose d'une chambre dite anéchoïque qui permet de mesurer uniquement le son produit par le haut-parleur en s'affranchissant de l'effet de la pièce. Donc en fait, ce type de pied, il va servir à faire ce qu'on appelle une mesure de directivité. C'est-à-dire qu'on met une enceinte ici au milieu et en fait, on va pouvoir tourner autour de l'enceinte et mesurer en fait sa réponse en fréquence tout autour. Donc ça, c'est très intéressant, on en parlait avec Pierre-Yves tout à l'heure, ça s'appelle une mesure de directivité et ça donne l'énergie qui est rayonnée par l'enceinte dans tous les sens. Et donc c'est une donnée très importante pour concevoir une enceinte. La caractérisation d'un haut-parleur, elle se fait dans l'axe, pour avoir une réponse en fréquence dans l'axe, mais également tous les 5 degrés. On va faire une mesure pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de l'enceinte, comprendre et optimiser le rayonnement de l'enceinte dans toutes les directivités. On va faire une mesure tous les 5 degrés. Ce sont des mesures qui sont faites sur les haut-parleurs sans filtrage afin d'optimiser le filtrage et avoir un rayonnement qui est parfaitement homogène tout autour de l'enceinte. L'enceinte étant étudiée pour être mise en place dans une pièce réfléchissante, le son réfléchi ayant une part importante de ce qu'on va écouter. Il est important de le caractériser en amont. De savoir comment l'enceinte réagit, en fait, pas uniquement dans l'axe, parce que il y a aussi ce qui va aller se réfléchir sur les murs. Voilà, pour avoir un résultat très homogène en rayonnement. Excellent. On va aller voir, il y a d'autres instruments de mesure qui sont intéressants, notamment le Clipple, on va en parler un petit peu. Allons-y. Allez. Donc ici on a un système qui s'appelle Clipple, voilà. Qui est un... Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça sert ? Le Clipple, c'est un système de caractérisation qui aide à la caractérisation des haut-parleurs en eux-mêmes. On va mesurer et caractériser les non-linéarités des haut-parleurs, parce qu'un haut-parleur est non linéaire. Un haut-parleur, ça fonctionne bien quand on ne met pas beaucoup de niveau dessus, beaucoup de volume. Et dès que le niveau devient fort, il y a des grands débattements. Et lors de ces grands débattements, les dysfonctionnements du haut-parleur, de distorsion, de déformation de membrane interviennent. Et le Clipple, donc on va faire une mesure au laser sur la membrane du haut-parleur pour mesurer le débattement. Donc. Voilà, exactement. Donc c'est un outil de caractérisation qui permet vraiment l'optimisation des haut-parleurs lorsqu'ils sont déjà en phase de développement. Voilà. D'accord. Donc système allemand assez connu. Ah, ouais. Très connu dans le monde de l'audio, c'est un des systèmes les plus connus pour mesurer ce genre de phénomène. Super. On passe à la production, on va aller voir ça. Allons voir la production. Pour la petite histoire, c'est moi qui ai mis en place ce système chez Cabas il y a de nombreuses années. Mon écriture est encore dans le manuel d'utilisation. Ici, Pierre-Yves, on est dans la partie production. C'est ici qu'on fabrique une partie des enceintes que vous vendez. Voilà, on va assembler ici les enceintes telles que les Pellegrina, les Murano, les Baltiques, les Riga, toutes ces enceintes-là. Elles sont vraiment assemblées individuellement, manuellement. Donc c'est l'assemblage mécanique de toutes les pièces. Les haut-parleurs jusqu'au test en chambre sourde. Ok. Il faut combien de temps à peu près pour faire une Pellegrina comme ça ? Il faut une semaine pour faire une paire de Pellegrina. Ouais, voilà. C'est un vrai boulot, quoi. C'est un vrai boulot, c'est de l'artisanat. Donc ici, c'est la fabrication des haut-parleurs neufs. Voilà, des haut-parleurs coaxiaux, tous les haut-parleurs coaxiaux comme le BC13, le BC17, le TCA sont assemblés ici essentiellement par Isolène. Donc c'est également de l'orfèvrerie, de l'artisanat. C'est des haut-parleurs qui sont assemblés à la main individuellement, donc assemblés, testés. Toutes les opérations de collage. La plupart des opérations de collage sont effectuées à la main. D'accord. On a un petit robot pour certaines opérations, mais... Voilà. Donc ça équipe quelles enceintes chez vous ? Avec ces haut-parleurs, on va équiper les enceintes Murano Alto, mais également les Pellegrina pour le TCA, la Sphère, les Baltiques, les Riga pour le BC17.
Voilà, ça c'est quand même intéressant à retenir, hein. C'est-à-dire qu'il y a une vraie part d'artisanat, c'est une fabrication qui est faite ici à Brest, hein, Voilà. avec vue sur la Avec mer. vue sur mer, donc c'est top. les haut-parleurs en général on les stocke vue mer une semaine avant qu'ils s'en aillent. Il faut... Ah bah, c'est important, c'est important. Et d'ailleurs on comprend pas trop pourquoi tu as mis ton poste de travail ici, quoi. Ben voilà, Ouais. non, mais si on mettait le poste de travail dans l'autre sens, Isolène, elle arrête de fabriquer des haut-parleurs. Ça, En général, c'est un vrai c'est geste. ça, c'est plus les collages qui sont. Bon, là, il n'y en a pas. Ouais, la partie collage. La partie très collage, technique. c'est la plus C'est technique. pour et mettre la plus bonne fine. quantité de colle. Exactement. Ouais. Parce que tu es obligé d'en avoir partout, sinon ça. Ouais. Sinon, ça va vibrer, ça va distordre. Les opérations de collage sur un haut-parleur, c'est quelque chose qui est extrêmement critique, parce que le haut-parleur, il faut qu'il soit bien collé, il faut qu'il y ait de la colle partout, sinon il va se mettre à vibrer et à distordre. C'est quelque chose qu'on va percevoir comme un défaut, il faut que ça tienne dans le temps. Mais on peut très facilement rajouter un poids de colle équivalent au poids de la membrane sur un tweeter, parce que la membrane est extrêmement légère. Et donc c'est voilà, donc c'est vraiment des opérations qui se font à la main de manière très minutieuse. Voilà. Une fois les opérations de collage terminées, il faut contrôler le haut-parleur pour s'assurer qu'il répond bien au cahier des charges de la marque. Donc ici, ça c'est une petite chambre anéchoïque pour contrôler les haut-parleurs, c'est Voilà, ça? on va contrôler les haut-parleurs dans toutes les étapes de fabrication du haut-parleur coaxial, hein, comme ces 3 haut-parleurs pour le TCA par exemple, ces 3 haut-parleurs imbriqués les uns dans les autres. À chaque opération, le haut-parleur va être testé. On va tester le tweeter, on va tester le médium, on va tester le bas médium. Et après, on va les assembler entre eux et jusqu'à... Alors c'est important parce qu'effectivement, j'imagine que si tu vois un défaut quand les 3 sont montés ensemble, c'est trop tard et on faut a perdu tout- une semaine. Faut tout jeter, quoi. Donc Ouais. voilà, donc chaque haut-parleur est mesuré dans cette chambre sonde D'accord. avant de passer en production, l'étape suivante, où il va le mesurer encore une fois, 2 fois. Ouais, bah oui, avant de sortir. Voilà. Excellent. Alors, ça, j'ai envie qu'on parle de ça, parce que ça, c'est fou. Banc d'aimantation. Ouais, banc d'aimantation. Alors, tu pourras nous explique-nous faire une qu'est-ce que démo, c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc le banc d'aimantation, c'est un système qui nous permet de démonter les moteurs. Donc les moteurs des haut-parleurs, dans ce cas-là, c'est un moteur néodyme. Si les haut-parleurs, on les aimante avant l'assemblage, on ne peut pas les assembler. C'est pas possible. L'aimantation est trop forte pour pouvoir mécaniquement positionner les pièces. Ce qui fait qu'on va coller les différents éléments du moteur. Donc là, c'est un moteur coaxial avec deux moteurs, deux entrefers dans le même moteur. On va assembler mécaniquement les pièces et une fois qu'elles sont assemblées mécaniquement, on va aimanter le moteur. Voilà. Donc ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, aujourd'hui, c'est pas un aimant. C'est-à-dire que là, Aujourd'hui, c'est du là, c'est métal. pas un aimant, c'est une pièce, Voilà. une pièce métallique avec des pièces polaires qui sont Ça pas rentre ici, et quand ça ressort, c'est un aimant. Voilà, donc on a des bobines, hein, ce sont des enroulements de cuivre dans lesquels on va faire circuler un courant et une tension très élevée Très, très élevé. pour donner un champ magnétique à l'aimant. Ouais. Ça rayonne pas énormément quand t'es autour? Non, ça va. Filme les câbles, filme les câbles. La tension qui monte. Donc là, on en voit. Voilà, ça est monté. Donc là, il y a quoi qui est passé dedans en termes de... 6740 ampères. Donc 6740 ampères sur 500 volts. Donc c'est énorme. Il y a de quoi... Faut pas mettre les doigts. Faut pas mettre les doigts, là, il y a de quoi tuer un régiment. Et donc il ressort, et c'est un aimant. Incroyable. Voilà. C'est quoi, c'est les ions? C'est un truc, ouais, c'est des histoires un peu...
On crée un champ magnétique. Un champ hein, magnétique très élevé, ouais. D'accord. Oui. Et ça sature le... Ça fonctionne comment? Voilà, Ça c'est sature le néodyme voilà. qui est collé derrière la plaque de chou, D'accord. qui est un peu comme celui-là, Ok. comme ça, en couronne, qui est en dessous. Ok. Et on les monte jusqu'à saturation. Voilà. Ça c'est un aimant de DOM 12 hein, en moteur ferrite. Et pour avoir l'équivalent en néodyme, ça serait un moteur comme celui-ci. C'est D'accord. petit. Il y a un gain de place énorme. Ouais, néodyme, c'est assez récent en fait. Ouais, plus de 20 ans. 20 ans, ouais. Non, mais je veux dire, tous les haut-parleurs anciens, là, celui que tu es Oui. en train de restaurer, c'est que des ferrites, quoi. On a du néodyme depuis qu'on fait du haut-parleur coaxial, Ah oui. même le TC21. Donc Ouais, ça remonte un peu, quoi. Ouais, Ouais, voilà. d'accord. Cabas nous montre la voie. Une approche scientifique, sans concession, avec des valeurs fortes, ont mené la petite marque bretonne vers des produits originaux et d'une très grande efficacité. La gamme Pearl, au-delà d'une esthétique marquante, est un pur produit de cette recherche constante d'innovation, tant en acoustique qu'en électronique. L'intégralité de la gamme, jusqu'à la Pellegrina, est bien évidemment disponible en magasin. L'ADN de la marque, hein, c'est vraiment l'innovation. Ouais. On a une approche, c'est l'approche qu'a inculquée Georges, hein, c'était une approche très scientifique et avec des convictions, beaucoup de convictions. Et c'est très facile de faire de la qualité à partir du moment où on a cette approche-là, parce qu'on a une ligne de conduite, on sait où on va exactement. Ouais. Donc, mais il y a beaucoup d'innovation, c'est l'ADN de la marque.